Alors, il y a un Bouddha en pleine forme. Il n'y en a pas qu'un d'ailleurs dans ce salon en région parisienne. Oh, mais non, je ne vous traitais pas de Bouddha, Jean-Marc Bernard. je parle d'à côté. Hein. Bon, alors, Jean-Marc Bernard et son livre. Bonjour Yann-Éric. On va parler de ton premier livre, qui n'est pas vraiment ton premier livre, parce qu'il y a déjà exact. 2 autres écrits en tant qu'auteur. Mais de ton premier livre, Témoignages sur l'au-delà et sur la médiumnité, surtout, c'est ça, qui s'appelle. Exact. Qui s'appelle Contact au-delà des apparences. 4 médiums prouvent la survivance de l'âme. Alors, pour faire court, je vais détailler le livre, tu me donnes des coups si jamais je dis des bêtises. Il y a le témoignage de Jean-Marc qui a perdu, avec 3 mois d'intervalle, ses parents. Ça a été une épreuve monstrueuse pour Jean-Marc, qui est parolier, qui est auteur, donc qui a une sensibilité quand même assez... développé, on peut voilà, dire. bon. Donc tu t'es retrouvé au 36e dessous, et puis tu t'es remis grâce à un hypnothérapeute, grâce à un naturopathe, et puis de fil en aiguille, bien que tu étais déjà dans le milieu un petit peu au-delà, spirit et compagnie, tu as rencontré des médiums qui ont eu des contacts fabuleux avec ta mère et avec ton père plus discret. Oui, c'est ça. Et tu as eu la bonne idée de transcrire ces rencontres, ces consultations avec ces médiums, et puis de rajouter quelques informations pour... c'est-à-dire qu'au bout de 2 consultations avec 2 médiums, il y a un passage, plusieurs chapitres qui expliquent faites attention, il y a quand même des médiums qui ne sont pas aussi nets que d'autres, enfin voilà, tu expliques, voilà. Exact. Et tu donnes aussi une certaine rigueur, analyse à coup de statistiques sur comment on pourrait élaborer scientifiquement, enfin c'est délicat, le contact médiumnique. Bon, tout ça c'est dans le livre, et c'est très intéressant parce que c'est un peu du élévation, ce que je fais un petit peu moins, mais ce que j'ai fait dans les premières années, c'est-à-dire je vois un médium et puis je le pousse à me faire une petite consultation, d'avoir mes esprits, mes défunts à se manifester avec 3 caméras. De temps en temps ça marche super bien, de temps en temps ça marche pas du tout, et puis finalement on peut pas en déduire quoi que ce soit parce que justement au niveau scientifique, les bases sont pas les mêmes. Il faut le vouloir, il faut peut-être même être dans le désarroi. Quand je suis en interview, je suis plutôt en train de faire mon show, donc c'est pas exactement la même chose face à un médium. Bien sûr. Mais d'un autre côté, si le médium est en train de te dire qu'il les voit, qu'il les entend, il faut qu'il assume et que dans ces cas-là, devant les caméras, que ça marche aussi. Hein. Donc de temps en temps, bon, j'ai du mal, mais je suis à 100% d'accord de base avec toi et sur le message de ce livre. C'est-à-dire que de l'intuition que la vie continue une fois que la mort est passée par là, tu es arrivé à l'évidence que la vie continue et ce témoignage de médium interposé de tes parents est fabuleux. Bah, c'est gentil de le dire. Eh bien, merci Jean-Marc Bernard, c'est la fin de l'entretien. Bah écoute, voilà, j'ai démarré ce livre vraiment par inadvertance, c'est-à-dire que je pensais vraiment jamais écrire un témoignage personnel, parce que je pense que pour écrire un témoignage, il faut avoir des choses très intéressantes à dire, et jusque-là, j'avais pas vraiment de choses intéressantes à dire, sauf dans mes écrits imaginaires. Alors, tu avais fait 2 romans avant, je voulais savoir. J'ai écrit un cycle de fantaisie, mais qui n'est pas encore édité. Et les 2 premiers livres, c'était quoi? Alors, j'ai écrit des contes pour enfants et aussi un livre de spiritualité, mais ça n'est pas encore édité. Donc, bon, voilà, on attend encore un petit peu, c'est pas encore d'actualité. Mais évidemment, en tant qu'auteur, on écrit principalement sur les choses qui nous touchent au plus profond. Et donc, ce thème de la perte de mes parents, ça a été vraiment un thème que je ne pouvais pas esquiver, que je ne pouvais pas ne pas écrire, tout simplement parce que c'est la chose peut-être la plus extraordinaire que je vivrai de toute ma vie. Et que pour moi, le réel, parfois, dépasse complètement l'imaginaire. On a l'impression que l'imaginaire peut être une source d'inspiration complètement débridée, et en fait... Et de refuge. Voilà, et là, vraiment, je n'aurais jamais pensé que ça se serait passé de cette manière-là. Je ne connaissais rien à la médiumnité non plus, hein, parce que là, il y avait un petit peu de spiritisme dans la famille. Il y avait un tout petit peu de spiritisme, mais si tu te souviens bien, dans les années 70, peut-être que c'était une mode, hein, donc. Et puis maman, elle était branchée. Maman était branchée spiritualité moins, mais vraiment, elle avait une connexion très forte avec
son patron qu'elle appelait son patron, Seigneur. le Seigneur. Le nôtre à tous. Voilà. Et donc elle faisait des prières, elle guérissait les brûlures, elle faisait Donc aussi. tu baignais un petit peu quand même là-dedans, bien que baptisé catholique. Oui. Bon, il y avait quelques notions que maman laissait transparaître. J'entendais des choses, je voyais des choses, mais moi j'étais dans un univers complètement cartésien. J'ai fait des études supérieures, donc j'étais ensuite auditeur interne dans une grande entreprise, donc c'était pas vraiment C'était pas ton truc. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu les décès des parents à 3 mois d'intervalle, ça t'a foutu une énorme gifle. T'étais pas préparé pour ça, même par la religion? Non, j'étais pas préparé parce que déjà j'étais pas trop religion, même en ayant été baptisé, c'est-à-dire que je n'allais pas à l'église Pas bien, régulièrement. mécréant, ça c'est pas bien. Mais non, je suis convaincu qu'il y a effectivement un créateur de l'univers, parce que quand on voit la nature, la perfection de la nature, les signes aussi, parce que j'ai eu énormément de signes. Si tu veux, c'est plus ces signes-là qui m'ont fait prendre conscience vraiment qu'il y avait quelque chose au-delà. Et les signes sont arrivés après le décès de ta mère et de ton père précédemment, enfin, surtout de ta mère. Hein. Surtout de ma mère, oui, exactement. Ouais. Il y a eu aussi un passage avec l'hypnothérapeute. C'est ça. Alors l'hypnose, ça touche un domaine de l'inconscient, ça recadre le cerveau et la façon de voir la vie, mais ça peut manipuler aussi l'hypnose. Ça t'a libéré, tu ne t'es pas senti manipulé pour voir après des signes partout, par exemple? Non, parce qu'en fait, j'y suis venu naturellement et c'est ma femme qui m'a gentiment convié à faire une séance. Elle m'a dit, tu risques rien, essaye. Et donc, dès que mon père était malade, parce que mon père est décédé de maladie, d'un cancer, dès qu'il était malade, pour pouvoir assumer cette tristesse de le voir dans cet état, j'ai commencé à faire des séances d'hypnose. Et l'hypnothérapeute, en fait, c'était vraiment des séances très douces et c'était en conversation. Donc un petit peu comme nous là en ce moment dans un canapé, mais beaucoup moins doux parce que moi j'y vais à fond. Voilà. Ça veut dire que il t'a enlevé la sensibilité extrême que tu pouvais avoir sur les moments délicats. C'est ça qui t'a enlevé en hypnose. Alors déjà il m'a enlevé cette image traumatisante que j'ai eue au moment du départ de ma mère, puisque c'est moi qui ai découvert maman inanimée ce fameux jour où elle est partie, et donc il a fallu m'enlever cette image. Mais ça s'est passé de manière très très douce. Vraiment, donc ce sont des techniques, certes. Oui, tu l'as accepté. Voilà, on doit accepter. Et dans les sectes, on peut accepter aussi de rentrer dans l'ashram ou je sais pas où et puis de se faire du mal. Hein. Mais j'extrapole. je veux juste, tu en parles dans le livre, toujours préciser qu'il faut faire attention quand même. Hein. Il ne faut pas y aller à 100% parce qu'on a un tel choc émotionnel au moment du deuil qu'on est prêt à accepter tout et n'importe quoi pour le plaisir peut-être de se remonter le moral aussi. Bon, ce qui n'est pas le cas avec l'hypnothérapeute, ce qui n'est pas le cas avec le naturopathe qui t'a soigné à coups de verre de couleur, ça je ne sais pas la technique. Oui. Bon, c'est détaillé un peu plus au moment où tu fais la consultation avec Florence Hubert, qu'on salue Florence, on embrasse même. Et puis justement parlons de ces médiums. Le principe, c'était quoi? Tu leur as dit avant d'arriver les voir que tu allais faire un livre là-dessus? Non, j'avais absolument aucune idée, puisque je ne connaissais pas la médiumnité. Je ne pouvais pas savoir à l'avance ce à quoi j'allais assister. Donc en fait, la première séance avec Henri Vigneault, ça a été une découverte vraiment de la médiumnité. Oui, alors il a accepté le rendez-vous qui était déjà pris du temps du vivant de ta maman, parce que c'est ta maman qui voulait venir le revoir, parce que il y avait déjà eu consultation. C'est ça. Et t'as rien dit de spécial, t'es juste venu avec ton magnétophone en disant j'enregistre la consultation. Je connaissais Henri parce que je l'avais vu. Henri Vigneault qu'on embrasse, qu'on salue parce qu'il est fabuleux. On salue, oui. Je l'avais vu une dizaine d'années auparavant, mais pour de la voyance, mais jamais en médiumnité. Et par contre, oui, ma mère l'avait vu pour une médiumnité pour ses propres parents. Donc, voilà. Tu le revois, tu lui dis j'ai un magnétophone, j'enregistre la chose. Oui, parce que lui, il autorise de toute façon que toutes ces consultations soient enregistrées. Donc, mais il ne sait pas que c'est pour un livre. Mais je ne savais même pas, moi, que c'était pour un livre. C'est-à-dire que je venais pour avoir des éclaircissements sur la disparition de maman, parce que je ne savais pas exactement de quoi elle était partie. Et Jean-Marc Bernard, les éclaircissements sont magnifiques, c'est une consultation dantesque, c'est pas le meilleur des termes, mais c'est fabuleux avec Henri Vigneault, comme avec Florence Hubert d'ailleurs, des détails incroyables et même des manifestations, c'est-à-dire que pendant une quinzaine de minutes,
Henri et toi, Jean-Marc, vous entendez le tic-tic-tic de la machine à écrire, enfin qu'on pourrait penser à une machine à écrire. On peut penser à une machine à écrire, mais toujours est-il qu'à un moment donné, ma mère avait dit les signes, c'est moi qui te les envoie parce que j'en ai eu énormément. Et en fait, au moment où elle dit ça, simultanément, donc j'ai la bande sonore, on pourrait la réécouter, on entend des petits coups sur sa table. Sur la table d'Henri Vigneault. D'Henri Vigneault. Et je lui dis, mais Henri, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça arrive souvent sur le tableau médiumnique qui est sur le mur juste à côté. Mais là, c'était vraiment sur la table. Et ça a duré une quinzaine de minutes, on a continué la consultation. Mais vraiment, j'ai chronométré après. C'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux, mais ouais. Tu connais peut-être pas le lien Eric, mais il est toujours un peu retard. T'as regardé sous la table, il était pas en train de le faire avec ses pieds. Non, non. C'est pas son style, mais enfin. C'est pas le style d'Henri Vigneault. Non, mais bon, tu vois, non. Non. Et puis, il y a vraiment des tas de choses, qu'il m'a dit qui sont tellement surprenantes. Oui. Alors, on va s'arrêter sur un seul point parce que, hélas, le temps passe. Il t'a déjà annoncé que tu allais écrire un livre. Comme d'autres médiums. Oui. Mais il a donné des précisions sur la fin de vie de ta maman. C'est ça. Certains pourraient considérer ça comme glauque, mais c'est très important comme témoignage. Déjà, je m'associe au choc que tu as pu avoir, parce que trouver sa mère morte quand on va chez elle, c'est une horreur. Mais Henri Vigneault, il n'était pas avec toi à ce moment-là. Et donc, il a ressorti ce que ta maman sentait au niveau du mal de tête. Il a ressorti le film qu'il voit comme d'habitude, avec les lieux, les emplacements, le lit, le lavabo, etc. Comme Florence Hubert aussi, pareil. Florence Hubert, toujours avec un peu plus d'âme. Enfin, pas un peu plus d'amour, parce qu'Henri Vigneault, il est amour aussi, mais avec un côté féminin encore plus... de la poésie, de bisous, de la poésie, voilà. Puis, oui. Et une vision de l'au-delà aussi, de la vie après. Donc ça, bien avec Florence, il est toujours un peu plus... Henri Vigneault, il est très doux aussi, mais il y a une douceur féminine chez Florence qui est déjà très agréable. Et quand j'ai lu ces témoignages-là, je me suis dit, ces médiums-là ont accès à des informations, et tu le détailles dans le livre, qui ne sont pas de la télépathie, qui ne sont pas du mentalisme. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose, indéniablement. On lit le livre, on peut redonner le titre d'ailleurs. Contact au-delà des apparences, 4 médiums prouvent la survivance de l'âme. De Jean-Marc Bernard. On lit le livre pour en savoir un peu plus sur ce niveau-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que comment toi, ça a pu marcher si bien, alors que moi, ça ne marche pas très bien. Alors je sais bien, encore une fois, il y a les caméras, tout ça, je comprends. Et ça marche beaucoup moins bien, alors que j'ai autant de douleurs émotionnelles cachées au fond de mon cœur, et que je me moque pas quand je me pose des questions ou que je demande à un médium d'essayer de tenter certaines choses. Alors avec Henri Vigneault, on n'a pas fait du tout de consultation en ce qui me concerne. Avec Florence Hubert, on en a fait une, toute petite, avec son aimable autorisation d'ailleurs. Et je ne l'ai pas diffusé. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, mais je ne l'ai pas diffusé. Mais il y a eu quelque chose de très probant, de très étonnant, sur un point très précis, qu'elle ne pouvait pas se douter ou inventer. Et c'était tellement personnel que je l'ai gardé pour moi, ce qui est dommage, parce que ça leur fait de la pub, les médiums, aussi. Faut pas se cacher, quand ils sont en photo sur le livre. J'ai pas voulu faire de pub pour les médiums. Non, mais il y a leur nom quand même. Il y a leur nom, mais je pense que j'ai voulu rendre hommage à leur travail et non pas leur faire de la publicité gratuite. Mais de l'autre côté, comme ils savaient même pas que c'était pour un livre, ils étaient totalement libérés. C'est ça. Oui. Les 4 savaient que ce n'était pas pour un livre, on est d'accord? Ah oui, on est d'accord, tout à fait. Oui. Donc bref, je viens à ma question. À partir du moment où les médiums, peut-être pas systématiquement, mais à certains moments, et peut-être pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, comme toi peut-être, arrivent à percevoir le fil de la vie, de la fin de vie de certaines personnes, avec des détails incroyables. Comment ça se fait qu'on en est toujours à se poser des questions sur des faits divers monstrueux, avec des petites filles qui se sont fait égorger, mais on ne sait pas où elles sont enterrées, et pourquoi elles ne se manifestent pas? Pourquoi ces médiums-là, même la famille qui ont vécu ce fait divers tragique et monstrueux, pourquoi ils ne vont pas voir ces médiums-là pour en savoir plus une bonne fois pour toutes? Parce que là, les détails qu'ils donnent sur la fin de vie de ta maman, Florence Hubert comme Henri Vigneault, c'est bon. Si j'ai été gendarme, je peux faire mon compte-rendu, quoi. Alors, je me suis pas limité à l'écriture de ce livre. J'ai aussi tourné quelques vidéos et puis fait quelques interviews de Céline Franou en particulier. Et je lui ai posé des tas de questions à ce sujet. Et Céline Franou m'a dit que en fait ces informations-là, c'est un triangle, la communication avec l'au-delà. Donc c'est un triangle entre l'invisible, le médium
et la personne qui se trouve en deuil ou le consultant. Voilà. Simplement, cette information n'est pas autorisée dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a des perceptions qui peuvent se produire dans certains cas. Moi, ce que j'en ai retiré comme enseignement, c'est que vraiment, la communication se fait pour apporter des éléments pour apaiser la personne qui est en deuil, mais que par contre, elle n'obtiendra pas toutes les réponses. Il y a un comité de censure dans l'invisible qui empêche... Il y a certainement une barrière ou il y a certainement une limitation qui fait que c'est nécessaire de communiquer, mais on le fait uniquement pour apaiser. Mais par contre, il peut très bien y avoir une obstruction à avoir une information. Eh oui. Sinon, tous les médiums auraient tous les détails de ce qui se passe de l'autre côté. Et, voilà. Aussi, oui. Il n'y aurait plus de mystère. Mais je pense qu'il y a volontairement un mystère, puisque de toute façon, il y a cette survivance qui nous interpelle. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est une énergie. Oui. Donc, alors, avec ce que tu as écrit et ce que tu as vécu, on n'est plus dans l'intuition de la survivance, on est dans l'évidence de la survivance à travers les médiums. Mais ça répond pas totalement à ma question. Oui. Alors j'y reviens. Oui, vas-y. Je veux bien qu'il y ait un comité de censure dans l'au-delà pour qu'on ne sache pas tout de comment ça se passe une fois qu'on est passé de l'autre côté. Tu cites le film réalisé avec les écrits de Chico Ravière, Nos Solars. Nos Solars. Bon, grosso modo, ça donnerait cette idée-là. Oui, c'est cette idée-là qu'on peut avoir. Oui, bon. Pourquoi il y aurait un comité de censure qui nous empêcherait de savoir ce qui s'est passé dans les faits divers tragiques pour retrouver au moins le corps de la petite fille? Pourquoi ça? Qu'on ne sache pas tout de l'univers, d'accord, mais pourquoi, dès que c'est machiavélique, dès que c'est horrible, dès que c'est démoniaque, pourquoi ça bloque et qu'on n'a pas les infos? Ça, c'est vrai que les médiums ne le savent pas. Non, mais de là-haut, moi, je leur pose la question. Oui, bien sûr. Ils doivent nous le donner l'info. Oui, je comprends. Je comprends qu'on se pose des tas de questions et qu'on n'ait pas forcément les réponses. Mais, comme dans tout ce que je fais, comme quand j'étais auditeur par le passé, quand j'arrive dans un domaine, je regarde ce qu'on me donne. Oui, d'accord. Et voilà, et je peux pas aller plus loin. Mais t'as pas de réponse alors. J'ai pas de réponse pour l'instant. Non. Et les médiums n'ont pas de réponse non plus. Où ça passe l'info, où ça passe pas, désolé. Voilà. Et de temps en temps, ils donnent des infos très précises sur des choses pas aussi passionnantes que ce qu'on voudrait avoir comme réponse. Oui. Tu vois que je parle très vite parce que il y a beaucoup d'informations dans ton livre et que je voudrais. Oui. Je le détaille pas d'ailleurs le livre, mais je voudrais qu'on aille un peu plus haut dans la continuité. Je voulais savoir aussi dans le déroulement de cet ouvrage combien de temps tu as pris pour l'écrire. Ça m'a pris plusieurs mois parce qu'en fait... c'est précis, ça, c'est-à-dire... je pense que ça m'a pris plus d'1 an et demi. 1 an et demi. Voilà. Et est-ce que tu n'as vu que ces 4 médiums? Parce qu'à un moment, quand tu commences à donner des informations sur méfiez-vous de certains médiums qui ont des phrasés particuliers, je me suis dit, le Jean-Marc Bernard, il n'a pas vu que 4 médiums, il a gardé ceux qu'il estime être les meilleurs, mais par gentillesse, par bonté chrétienne éventuellement, il n'a pas parlé de tous les escrocs qui zonent sur la région aussi. Alors, il faut dire que quand j'ai été vraiment touché au plus profond dans mon cœur par ce départ de mes parents, j'ai été aidé par Francine Chevalier, qui est présidente d'une association d'aide au deuil à Rambouillet. Donc j'ai vu effectivement, j'ai assisté à beaucoup de séances médiumniques publiques, j'ai assisté aux séances publiques de Céline Franou, donc j'ai rencontré beaucoup de médiums. Bon, ceci dit, je peux pas être pertinent sur ces personnes puisque sauf Céline. C'est-à-dire que à partir du moment où tu peux pas juger tant que on te donne pas des éléments sur toi. Oui, bien sûr. Et t'as pas eu de contact médiumnique. Et j'ai pas eu de contact médiumnique pendant ces séances. Donc voilà, je pourrais pas me prononcer. En consultation, tu n'as vu que ces 4 médiums. Mais en consultation privée, j'ai déjà vu d'autres médiums. Je peux pas forcément tous les citer, mais j'ai vu notamment Pierre Yonas, qui est un excellent médium. Oui, alors voilà. Pourquoi il est pas... ça c'est les impératifs aussi liés à l'édition. Donc il y avait pas forcément possibilité d'inclure beaucoup d'autres témoignages. Personnellement, j'aurais mis Pierre Yonas à la place d'un autre. Je dis pas qui. Non. Mais personnellement, j'aurais fait ça. Dommage. Mais pour revenir à ce que tu disais, effectivement, je ne suis pas là pour faire l'apologie de la médiumnité en général. Oui. Et plus particulièrement après, effectivement, comme tu le disais, avoir fait des séances médiumniques en privé avec des personnes pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant que c'est du charlatanisme? Est-ce qu'on peut dire que c'est juste un brouillage qui s'est produit, qu'il n'y avait pas la réception idéale? Je ne le dirai pas, je ne suis pas là pour me prononcer là-dessus.
ni pour mettre en pâture un nom ou des personnes, parce que c'est jamais mon principe de fonctionnement dans la vie. Mais je mets en garde vraiment dans un chapitre très important qui pour moi a été aussi capital, je pense au niveau de ma maison d'édition, puisqu'ils ont beaucoup apprécié que je mette en lumière ce phénomène-là, de faire attention effectivement sur le fond et sur la forme. Petits verbaux. Voilà, d'être observateur, c'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir une seule information qui matche pendant une consultation pour dire j'oublie toutes les autres qui matchent pas. J'ai été auditeur par le passé. Donc un auditeur, c'est quelqu'un qui va dans toutes les sociétés d'un groupe, voilà, d'une société qui va dans toutes les filiales et puis qui regarde tout ce qui ne va pas. Donc j'ai un œil très aiguisé là-dessus. Je suis auteur, donc mon outil de travail quotidien, c'est le langage. Donc les deux croisés, je pense qu'aujourd'hui, un médium qui serait face à moi, qui ne serait pas un vrai médium, voilà, je le verrai tout de suite. Oui, bon. Mais alors, d'accord, oui. Et alors, ce chapitre est important. Voilà. C'est à lire, c'est entre deux consultations. C'est précis. Et avant de vous jeter dans le domaine de la médiumnité, ayez-le en tête. Ceci dit, oui. C'est pas parce que ça n'a pas marché, tu l'as dit, pour toi, que le médium est un charlatan. Pas forcément, oui, pas forcément. Mais parce que moi, je reçois des commentaires assassins sur certains que je nommerai pas et que j'estime énormément et que j'ai du mal à comprendre pourquoi on l'assassine. Alors, il peut y avoir jalousie, bien sûr. Ça, les réseaux sociaux, hein, bon. Mais il faut concevoir que ça ne marche pas à tous les coups. Est-ce que tu as payé les consultation de ces 4 médiums que tu cites dans le livre. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Est-ce que le fait de payer est une sorte d'offrande qui est nécessaire, comme pour les psychiatres, pour que justement quelque chose se passe parce que si on y va gratuitement, on est un peu par-dessus, voilà, on y va à la légère, c'est pas grave, on ne fait pas non plus acte de, tu vois. Moi, je suis pas là pour dire si c'est normal ou pas normal. Je pense que comme tout un chacun, quand on fait un travail qui est, comment dire, factuel, c'est un service rendu, donc il n'y a pas de raison, sinon ça serait la porte ouverte à ce que tous les consultants viennent gratuitement, et puis voilà. Oui, mais je suis désolé, ils sont chers ces médiums. Alors pourquoi quand on n'a pas le sou, on ne pourrait pas avoir aussi des contacts avec sa maman défunte? Alors il y a certains qui baissent considérablement leurs tarifs, mais bon, c'est pas dans ceux-là. Hein. Ça se trouve, ils font des consultations gratuites aussi, de leur côté. Ça, moi, je peux pas le savoir. Effectivement, je pense que ils ont leur mode de fonctionnement qui leur est propre. Mais ceci dit, j'ai envie de dire, un événement comme perdre ses parents, c'est pas anodin. Dans une vie, on va pas voir un médium toutes les 5 minutes. Non, d'accord. Donc, on doit être aussi capable, à un moment donné, de se dire, j'ai une priorité, c'est d'aller voir le médium qui me convient. Il y a plein d'autres médiums qui sont très bien et qui sont peut-être moins cher, c'est possible, mais c'est pas le souci pour moi. Non, c'est pas le souci, mais ça fait quand même un livre qui est un peu guide sur la médiumnité, témoignage de ce qui t'est arrivé pour le mieux après le choc émotionnel, mais pub pour ces 4 médiums. Parce que là, maintenant, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, il va y avoir encore plus de gens qui vont venir les voir, et s'ils n'ont pas de contact parce que la censure de l'au-delà décide de ne pas donner d'informations, ils vont se faire encore assassiner sur les réseaux sociaux. Alors, dans mon livre, il y a 2 médiums qui étaient déjà présents dans le livre de Stéphane Alix, Le Test, et 2 qui ne l'étaient pas. Le précédent livre, Le Test de Stéphane Alix, a bien fonctionné, a fait un bon score au niveau de sa diffusion. Donc, je pense pas que ça ait déstabilisé non plus les médiums. Oui, mais enfin bon, là, ils sont en photo sur la couverture quand même. Là. Oui, là, ils sont en photo sur la couverture. Mais c'est pas eux qui ont voulu cette couverture, c'est vraiment moi qui ai décidé de les mettre à l'honneur, parce que je ne me sentais pas, à un moment donné, il a été question que ce soit moi qui soit en couverture, mais j'ai dit non, c'est pas moi le héros de ce livre. Moi, je suis juste le lien entre les vrais héros, pour moi, qui sont mes parents. Ce triangle, voilà. Et puis, il fallait vraiment montrer que c'était la médiumnité qui était à l'honneur. J'ai vraiment eu l'idée d'écrire ce livre en lisant le livre de Gary Schwartz, du professeur Schwartz, et de Mario Beauregard, qui a signé la préface, qui sont 2 personnes qui illustrent vraiment que la conscience aujourd'hui n'est pas localisée dans le cerveau, et que maintenant il serait temps que la science devienne
moins matérialiste. Post-matérialiste, Voilà, il y a un courant. Oui, voilà. Oui. Et puis alors donc, parmi les signes dont on n'a pas parlé, mais qu'on retrouve dans le livre, il y a beaucoup de papillons. De papillons, voilà. Le soir même de l'inhumation de maman, évidemment, après une journée très très difficile, je monte au 2e étage de la maison et sur la rambarde de l'escalier, un magnifique papillon qui bat des ailes. Je peux te dire que je n'étais pas du tout branché sur ça, bien que auteur, donc un auteur branché sur l'imaginaire. Tu cherches un peu. Voilà, mais là, je ne pensais vraiment pas au signe, donc sur le coup, j'ai même pas compris que c'était un signe. C'est vraiment après l'accumulation. Et c'était au mois de... Au mois de juillet. Et les médiums ont ressorti ce signe. Voilà, et ce signe est ressorti. Confirmé donc par maman de l'au-delà. Voilà. C'est moi. Confirmé, mais après, j'ai eu des signes dans de multiples catégories. Il y a eu un livre sur les signes aux États-Unis qui a été écrit par le couple Guggenheim, qui recense le nombre de catégories de signes qu'il peut y avoir. Donc ça fait une trentaine de catégories. Je pense que j'ai dû avoir, en l'espace de 2 ans, des signes dans toutes les catégories presque. Ça sent le teasing pour un autre livre, ça, Jean-Marc Bernard. Oui. Pas loin, mais je devais commencer par un livre sur les signes, et puis en fait j'ai commencé par ce livre-là. Et le 2e tome, ça sera un livre sur les canards pourquoi pas, oui, pourquoi pas, oui. Alors là, on termine l'entretien avec en merveille. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, c'est déjà la fin de notre discussion, de notre première rencontre. Jean-Marc Bernard dans banlieue parisienne et son livre dont je ne me lasse pas d'entendre le titre par ta voix. Contact au-delà des apparences, 4 médiums prouvent la survivance de l'âme. Et certains médiums, comme Henri Vigneault, t'ont parlé de TCI, t'ont confirmé qu'il fallait que tu te lances dans la TCI. Exactement, oui, Henri m'a dit, et j'ai pris ça comme un signe, parce que à l'époque je ne savais même pas ce que c'était que la TCI. Henri m'a dit, vous devriez réécouter l'enregistrement et vous entendriez peut-être des choses. Et j'ai assisté aussi à une autre séance médiumnique publique, avec un autre médium qui s'appelle Bertrand Retailleau, et qui m'a dit, vous devriez faire de la TCI, vous obtiendriez de bons résultats. Bon, j'ai commencé à expérimenter. Alors, tu as essayé d'expérimenter la TCI à quel moment? Alors, il y a presque 3 ans, donc c'était vraiment 3 mois après avoir vu Céline Franou. Donc c'était peut-être 1 an après le départ de maman. Voilà. D'accord. Et je te remettais sur la TCI, on en reparlera une autre fois. Mais parce que il y a une charte de la TCI par certains qui demandent à ce que ce soit gratuit. Ma foi, c'est pas la panacée. Et encore une fois, il faut bien qu'on vive. Si on est médium et qu'on a monté sa structure, il faut bien payer les impôts, donc il faut bien faire payer les consultations. Mais c'est vrai que ça serait quand même plus simple. La gratuité, j'y reviens, y compris pour la médiumnité. Ça serait plus pur, plus simple d'être gratuit. Et c'est effectivement pour la TCI un point à ne pas lâcher. C'est-à-dire que les TCistes vous proposent leur aide, leur écoute, leur oreille, leur vision, mais gratuitement. Moi, je fais une TCI vraiment peut-être différente. Je suis parti du principe que j'avais pas énormément de temps pour en faire et que je suis allé au plus court. Alors certains font de la TCI audio. Moi, je fais de la TCI vidéo, et la TCI vidéo, ça prend beaucoup moins de temps. Et pendant l'écriture du livre, c'était uniquement ce temps-là que je pouvais utiliser pour en faire. Cette TCI vidéo, c'est ce que tu as suggéré à faire à Pascal et à Delphine Loget. Exactement. Qu'on a rencontré et qui fait de la TCI water. Voilà, c'est ça. Et ça marche, parce que même moi, je vois des choses, dis donc. Voilà, donc en fait, il y a beaucoup maintenant de TCIs qui font de la TCI water. Il y a Alain Vézin, il y a Régine Artette, qui sont vraiment des personnes que j'estime beaucoup parce qu'ils le font avec le cœur, avec la simplicité. Et gratuit. Gratuit. Et il faut avoir la foi pour le faire, c'est très important. Il ne faut pas dire « moi, je suis le plus fort » et tout ça. Non, il y a tout un protocole à respecter. Il faut montrer ses sources aussi, parce qu'il y a malheureusement aussi des images de TCI qui semblent trop belles pour être, à mon avis, vraies. Voilà. Donc moi qui suis un auditeur et qui ai l'œil acéré, je peux te dire que voilà, je fais très attention à tout ça. Ça veut dire que quand c'est trop net, c'est pas honnête, c'est ça? Non, on peut pas dire systématiquement ça, mais quand on obtient une image, il faut toujours la sourcer, c'est-à-dire il faut toujours montrer d'où elle vient.
oui, de la seconde d'avant. Voilà, c'est ça. Et que quand on te montre un visage bien cadré, trop beau, avec un ton pastel, tu peux t'imaginer forcément que... Il y a peut-être eu du travail derrière. Voilà. Il faut pas montrer des choses retouchées parce qu'aujourd'hui, on a une époque où on peut fabriquer tout ce qu'on veut. Donc voilà, il faut rester dans la pureté, il faut rester dans la droiture. Et puis c'est comme ça qu'on obtient de plus en plus de résultats. Voilà. En l'espace de 3 ans, je suis passé d'un petit ange qui m'est apparu rapidement à des phrases ou des mots écrits, comme le mot foi, hein, dans un bol. Sur la vidéo, dans le water. Un bol à fond noir où j'ai le mot foi qui est écrit. Foi, F-O-I-E. F-O-I. Où j'ai un visage qui est apparu avec le mot loose. L-U-Z, point d'exclamation. Je refuse, mais tu avais des lettres au plafond ou... Non. Bon, Mais, on en reparlera, voilà, hein, mais voilà. Oui, apparemment, la TCI, c'est quand même le moyen le plus simple, le moins onéreux, parce que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, et puis en même temps, voilà, c'est... Mais tout le monde peut partir en vrille aussi en voyant n'importe quoi. Mais tout le monde peut le faire, mais les résultats vraiment importants, on les a qu'en s'investissant avec le cœur. Le cœur et l'humilité. Voilà, et l'humilité. Je me souviens que tu m'avais dit au téléphone avant qu'on se rencontre, l'appareil Dolly, ceux qui parlent de pareidolie, il faut pas m'en parler, ça, non. Je ne sais. Alors, moi, j'en parle tout le temps de l'appareil Dolly. Est-ce que c'est un mot déjà qui est dans le dictionnaire? Oui. Il n'est pas dans le dictionnaire. Si. Il a été créé par qui, je ne sais pas, mais il a été orienté, ce mot, dès sa conception, parce qu'en fait, il y avait déjà des mots existants pour parler de ce sujet. Bon, en gros, pour le définir, c'est de voir des choses qui n'existent pas, mais que l'inconscient, le cerveau analyse et avec des petits morceaux fait un canard d'un nuage, alors qu'il n'y a pas de canard dans le ciel. Tu peux utiliser ce mot-là quand tu ne connais pas la TCI. Oui, mais quand même, pour avoir... Mais quand tu la pratiques, voilà. Oui, je la pratique. Je rencontre des grands que tu connais. Bien sûr, oui. Et que j'admire. Et que je salue. Comme Jacques Blangarin. Jacques Blangarin qui fait un travail Anso Toconi que j'ai vu 2 fois. D'accord, mais voilà. Quand même, quand on met un coquillage à son oreille, on entend la mer. Alors on sait bien que c'est pas la mer qui est dans le coquillage. Donc il y a quand même un côté où on part en fantasmagorie. Alors, je te montrerai des images. J'ai obtenu des images de mes parents et quand on voit les caractéristiques morphologiques de mon père, qui avait les cheveux blancs, qui avait une raie bien prononcée, qui avait un nez arqué. Dans l'eau. Oui, dans l'eau, et c'est son visage à 100%. Et au-delà de ce terme pareidolie, il faut considérer aussi les conditions dans lesquelles on obtient ces images. C'est-à-dire que quand on filme, par exemple, pendant 1 minute, et moi je filmais en slow motion, on obtient 10 000 images. Comment expliquer que tu cliques au hasard sur une image de la vidéo et que tu tombes direct sur ce visage? Un visage qui te correspond, qui correspond à ta famille. Voilà. Oui. Donc, mais ça, tu peux pas le prouver puisque les personnes qui te parlent de pareidolie ne sont pas à côté de toi, n'ont pas accès à la vidéo. Non, attends. Donc, à partir du moment où il y a un son clair, non trafiqué ou même retravaillé après, et que ça correspond à un membre de ta famille, à un défunt, que tu reconnais, soit l'intonation, soit le vocabulaire de ton défunt, ou que tu reconnais le visage du défunt, d'accord, mais à partir du moment où tu filmes n'importe quoi, des nuages ou de l'eau, etc., et que tu vois plein d'images, mais que ça ne correspond pas du tout à tes défunts, et que c'est genre, j'essaye de voir des images partout, effectivement, tu vois aussi des signes partout, alors que ce ne sont pas des réalités. Il peut y avoir ça, mais le fait de pratiquer quotidiennement, parce qu'en fait, on pratique quotidiennement, on obtient une sorte d'éducation à ça. C'est-à-dire que soi-même, on n'est pas idiot. L'expérience. On n'est pas idiot, on va pas aller se jeter dans la gueule du loup en disant ça c'est un visage. Donc il y a un moment donné, il y a un discernement. C'est comme ces arts japonais qui sont très méticuleux où c'est vraiment on devient un maître en la matière. Je pense que sans me glorifier, maintenant je suis capable de discerner finement. Discernement, donc. Mais comme ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, quand j'ai eu ce choc de la perte de mes parents, j'ai ma vision qui a changé fondamentalement. Il y a quelque chose de l'ordre, je sais pas, de l'ordre, comment dire, physiologique qui s'est produit. C'est-à-dire que, par exemple, avant, quand un insecte passait devant moi, je ne zoomais pas avec mes yeux dessus. Maintenant, ça se produit presque en 3 dimensions. Et c'est donc il y a une forme aussi de développement visuel. Souvent, des gens me disent, dans cette image, je ne vois rien.
Et toi, tu détectes. Et moi, je détecte instantanément. Et après, les gens se disent, c'est comme une sorte d'éducation. Oui. Et des personnes au début qui me suivaient, qui ne voyaient rien, depuis 2 ans ou 2 ans et demi, me disent, ça y est, maintenant j'ai compris comment on voit. Ça y est. Y compris pour entendre la même chose. Voilà. Mais on peut quand même se mentir à soi-même. Oui, Cette ouverture des esprits, ce 6e sens que tu as acquis, c'est lié aux médecines parallèles, la naturopathie. Oui, tu crois je pense que c'est l'hypnose qui m'a permis d'évacuer de mon psychisme tout ce qui pouvait être négatif, tout ce qui pouvait rester collé de pas sympathique, quoi. Parce que vraiment, après la dernière séance que j'ai eue avec mon hypnothérapeute, j'ai eu déjà des douleurs crâniennes très très fortes. Et j'ai un ami qui devait prendre de mes nouvelles un matin, et je lui dis non, je peux pas te parler, on se rappelle plus tard. Et vraiment, j'ai une période vraiment de transformation intérieure. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est à partir de là. Je pense que l'hypnose a tout restructuré dans mon cerveau, tout ce qui était en vrac, et qu'il y a une libération. Et en l'espace d'une demi-heure, je suis passé de là, c'est-à-dire du noir total, du néant, à une ouverture complète. Je ne pourrais jamais l'expliquer. J'essaye de comprendre ce phénomène. Je pense que c'est identique à ce que vivent les personnes qui font une EMI, mais sans avoir vécu de choc avec la séparation du corps. D'accord, mais il a quand même fallu un choc émotionnel. Il y a eu un choc, mais ce choc s'est produit en l'espace d'une demi-heure, et instantanément j'ai dit mais mes parents sont vivants. Avant de voir les médiums, hein. C'est-à-dire que ton intuition de la survivance. Voilà, je me suis dit mes parents sont vivants et ils sont là. Et j'ai localisé immédiatement dans mon cœur. Mais c'est pas comme quand tu dirais des paroles en l'air. Hein. Non, mais je comprends bien. Je l'ai ressenti physiquement. Je ne peux pas l'expliquer. Et les médiums t'ont conforté dans ton intuition et ont donné des preuves, des évidences. Moi, quand je lisais ces témoignages de consultation des 4 médiums, c'était qu'ils donnaient aussi des informations sur l'au-delà, d'une façon générale. Alors, ils continuent leur vie, le couple continue d'être ensemble, mais ils ne sont pas vraiment ensemble parce qu'ils ne sont pas au même degré de niveau spirituel. C'est encore vraiment un peu comme Nos Solars, hein, le film qui reprend les nombreux écrits de Chico Ravière à travers un médecin décédé. Et donc, pour terminer ce que j'étais en train de dire, on aperçoit un peu le voile de l'au-delà qui se soulève à travers ces consultations. Comme donc qu'ils ont autre chose à faire. Au bout d'un moment, tes 2 parents disent « Oh, mais il faut y aller là quand même, hein, parce qu'on va pas rester tout le temps. » Mais c'est exactement... En fait, j'ai retrouvé exactement l'énergie de mes parents. C'est-à-dire que le rapport entre ma mère et mon père, c'était ça. Ma mère était spirituelle, mon père ne l'était pas. Tout ça à travers Ma mère était directive, mon père ne l'était pas. À travers d'autres personnes qui te racontent ce qu'elles l'entendent. Alors, quand tu n'as jamais parlé de toi, ni évoqué des sujets personnels, quand tu n'as jamais écrit rien de personnel sur les réseaux sociaux, on ne peut pas soupçonner que ce soit du hot reading, du cold reading, donc c'est-à-dire de la lecture à froid ou de la lecture à chaud. C'est net. Voilà. Hélas, pour mon cas, ça ne peut plus être. Parce que je raconte tellement ma vie sur Internet qu'il faut bien que je me méfie. Et maintenant, je pourrais plus non plus refaire ce livre, puisque maintenant j'ai dévoilé des choses aussi sur les réseaux sociaux, donc ça ne pourra plus être le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment fait ce livre, non pas pour uniquement parler de la médiumnité, mais vraiment pour aider les personnes qui sont dans le deuil. Je suis passé par une étape courte, certes, mais très très dure. Et aujourd'hui, avec la TCI que je fais, j'ai quand même beaucoup de personnes qui sont réconfortées parce que dans mes images, ils reconnaissent parfois leurs envolées, ce que je trouve ahurissant. Mais c'est pas parce que je trouve ça ahurissant que je vais m'interroger. Il faut savoir à un moment donné aider et se poser peut-être moins de questions à certains moments et puis revenir après sur ces questions. Là, pour l'instant, je veux vraiment aider les personnes qui ont vécu un deuil parce que je pense que honnêtement, dans ce livre, on ne peut pas trouver que ces centaines de trouvailles que chacun des médiums a mis en exergue, on peut pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas d'angle qui permette de dire que ça n'est pas que c'est le hasard. Voilà, il y a rien qui peut le prouver. Ou qu'il y a manipulation de ta part. Voilà, tu as les enregistrements. C'est ça, j'ai les enregistrements. Donc, comme Gary Schwartz l'a fait dans son livre, la médiumnité est objectivable. Voilà, à partir du moment où on a des médiums réputés, que l'on s'assure qu'on ne leur donne pas d'informations, parce qu'il y a ça aussi.
si on est trop rapide à confirmer leur dire, ben on va donner des détails, on va parler à leur place. Donc moi, j'avais un passé d'auditeur, j'étais ouvert, mais j'ai bien fait la barrière étanche pour qu'il n'y ait rien qui puisse sortir. Et en même temps, je sais qu'on peut parler aussi aujourd'hui d'informations qui seraient dématérialisées dans l'univers, qu'on irait capter. Je n'ai pas senti du tout ce phénomène-là, peut-être qu'il existe, mais en tout cas, la chaleur de mes parents, les intentions de mes parents, elles sont pas dans une bibliothèque qu'on va prendre comme ça au hasard. Non, tu les as ressentis vivants. Voilà, ça a vraiment vibré à l'intérieur de moi. D'ailleurs, je m'étais dit, j'essaierai de garder une sérénité, j'essaierai de garder et j'ai été touché. Voilà, j'ai été touché dans mon cœur. Oui, et au bout d'un moment, tu dis c'est exactement ça. Enfin, au bout d'une demi-heure, tu es obligé quand même de suivre la conversation. Tu te rends à l'évidence. Eh oui. Il y a un moment donné. Et puis, j'ai envie de dire toutes les personnes qui pensent que on peut prouver scientifiquement ce genre de choses. Est-ce qu'elles se posent la question de savoir si, par exemple, si on a un enfant, est-ce que c'est la science qui doit prouver l'amour de l'enfant pour ses parents? Eh oui, est-ce que l'amour ça se quantifie? Donc, me refais pas tout le livre. Non, mais voilà, bon, je veux juste dire aux gens qui seraient un petit peu moins, comment dire, qui pourraient dire que t'es perché, voilà. Non, enfin, de toute façon, on peut dire ce qu'on veut. Je veux dire, on peut être sceptique, mais le mot sceptique, à la base, le vrai sceptique, c'est celui qui accepte de rentrer dans un lieu et de regarder comment ça fonctionne. D'accord. Voilà. Comme Hans Otto Koenig, à un moment donné, quand il a commencé la TCI, il a voulu regarder une émission où était Jürgenson. Il s'est dit, bah non, ça c'est pas possible. Donc avec ses connaissances, il a essayé et hop, il a été tout de suite happé parce qu'il a entendu les voix de ses parents. Tout à fait. Et contredit dans ce qu'il pouvait penser initialement. Donc c'est ça le vrai sceptique. La personne qui accepte de s'ouvrir et au moins faire un effort de synthèse. Et ne pas aller voir non plus des médiums pour s'amuser ou pour les tester, c'est ça. Mais de se préparer au départ aux envolées, comme tu dis, de ses proches, parce qu'un jour ou l'autre, ça arrive autour de nous forcément. Je pense que ce livre peut aider, oui, effectivement, parce que tant qu'on ne perd pas quelqu'un, un être cher, on pense que, bon, évidemment, on ne les perdra jamais, c'est une sorte de lubie, et puis à la dernière seconde, non. Si j'avais eu ce livre dans les mains plus tôt, ça m'aurait apporté énormément. Bon, voilà, c'est moi qui l'ai écrit. Mais ceci dit, quand j'ai perdu mes parents, j'ai acheté un nombre incalculable de livres. Oui, il y a une bibliographie d'ailleurs à la fin du livre. Il faut qu'on se quitte, Jean-Marc. Voilà. Il faut qu'on se quitte, c'est fabuleux ce que tu me dis là, c'est fabuleux ce que tu as écrit, mais enfin, c'est même pas fabuleux, c'est factuel. C'est factuel, c'est nécessaire ce que tu partages comme témoignage. Pour rebondir un petit peu sur les médiums aussi, il faut pas y aller pour s'amuser, faut y aller quand c'est nécessaire parce que manifestement ça marche mieux dans ces cas-là et ce n'est pas uniquement lié à un problème émotionnel. Et pour rebondir sur ton côté parolier, je sais que tu remercies dans le livre Jean-Jacques Goldman et François Valéry qui t'ont soutenu à un moment. Oui. Et on va citer les deux camarades. Alors moi, j'étais plus partisan, parce que quand même, on est sur Terre pour vivre. Donc, j'étais quand même plus partisan de donner le titre de la chanson de Jean-Jacques Goldman, « Là-bas, n'y va pas ». Donc, si on peut éviter de mourir, essayons, ne t'en va pas, là-bas, n'y va pas, même si ça semblerait être meilleur, plus sympathique. Il faut quand même conseiller de... Méfiance autant. Vivons notre vie. Vivons nos épreuves aussi. Il sera toujours temps de... Et puis surtout, François Valéry, aimons-nous vivants. C'est ça. Aimons-nous vivants. C'est ça, exactement. Et puis, je voulais terminer aussi par une petite anecdote. Tu as remarqué que dans le livre, je citais aussi des preuves qui étaient données par plusieurs médiums au sujet d'éléments dont je n'avais pas connaissance, mais qui, dites par l'un, par l'autre, puis par l'autre, faisaient que ça se recoupait. Ce qui prouvait que c'est pas télépathique. Voilà. Et il y avait notamment une anecdote, je pense que tu dois t'en souvenir, on m'a parlé d'une personne que j'allais rencontrer dont le prénom finissait par Rick. Et je me suis dit que peut-être que notre rencontre d'aujourd'hui... T'aurais pu me mettre dans le livre. Alors, voilà. Prochaine édition, tu me mets dans le livre. Je me demande si c'est pas toi dont on parlait. En tout cas, on va se revoir, Jean-Marc Bernard, pour parler plus longuement de la TCI, parce que là, je sens que vraiment tu as trouvé un filon pour garder contact. Ce que je doute encore, moi, de mon côté. Encore une fois, quand je mets un coquillage à mon oreille, j'entends la mer, et je sais bien qu'il n'y a pas la mer dans le coquillage. Il faut douter, mais raisonnablement, parce qu'à un moment donné, il y a des preuves qui surgissent, voilà. Mais oui, puis tu sais bien que si je dis pas le contraire de ce que tu es en train de dire, la conversation est pas très intéressante. Bien sûr. Merci, bravo pour le livre. Merci. Et à bientôt. À bientôt.